BFM Business, 60 minutes business, l'invité. 60 minutes business et avec nous aujourd'hui Sylvie Doria, présidente du réseau interprofessionnel Restauco, acteur majeur de la restauration collective. Bonjour Sylvie Doria. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quand on pense restauration collective, c'est vrai qu'on pense souvent aux cantines scolaires. Mais la restauration collective, c'est bien plus vaste que ça. Absolument. Les cantines scolaires sont vraiment souvent le porte-parole qui est médiatisé. Vous avez tout le secteur médico-social, avec les hôpitaux, les maisons de retraite, qui d'ailleurs est le secteur le plus important, parce que ça représente 45%. Et puis vous avez le secteur entreprise et le secteur scolaire, qui lui représente à peu près 35%. Donc c'est très vaste. Alors ça fait combien de salariés en France ? Ça fait 300 000 emplois en France. Et combien de bénéficiaires ? Vous avez 10 millions de bénéficiaires. C'est l'équivalent d'un pays comme la Suède qui s'attable tous les jours en restauration collective. Alors on imagine les enjeux en ce moment, enjeux de transformation, les chantiers, enjeux énergétiques. Évidemment, on va commencer par ces chantiers. Quels sont-ils les plus gros que vous avez mis, vous, en place ces dernières années ? Vous êtes à ce poste depuis 2019. Qu'est-ce que vous avez commencé à mettre en place dans la restauration collective pour qu'elle prenne le train des changements de notre société ? Alors la restauration collective, depuis quelques années, est complètement engagée dans la mise en place d'une alimentation durable à travers les objectifs de la loi Egalim. On en fait partie prenante complètement. Et donc, on a commencé à restructurer nos façons de fonctionner de manière à atteindre, en 2022, 50% de produits de qualité offerts dans toutes les cantines, dont 20% de bio. Donc, ça a nécessité, pour nous, professionnels que nous sommes, la mise en place de modifications dans le fonctionnement, dans l'organisation, dans la façon de gérer notre métier. Mais ça a également nécessité des budgets supplémentaires et des discussions avec la filière, puisque le principal rôle, je dirais, de la restauration collective, au-delà de sa mission de service des repas, c'est également d'offrir des débouchés aux filières alimentaires sur un marché qui représente quand même 7,3 milliards d'euros en France chaque année. Jean-Marc. Et justement, comment vous adaptez pour savoir ce qu'attendent de vous les consommateurs ? Parce qu'il y a des études qui mesurent quelle est la consommation de blanquettes de veau en France. On s'aperçoit que ça s'effondre. Et donc, en revanche, que les Français sont plus attachés à manger des poireaux. Il y avait une image où on voyait des poireaux et tout ça. Comment vous savez ce qu'attendent de vous les gens ? Et la deuxième question que je vous poserai, c'est en ce moment, tout un tas de prix augmentent sur la nourriture. Est-ce que vous les répercutez ? Est-ce que vous diminuez les portions ? Est-ce que vous essayez de rogner sur vos propres marges ? Comment vous réagissez à cette augmentation des prix de la matière première? Alors sur la première question, comment on sait ? C'est un petit peu comme le consommateur qui est citoyen quelquefois. Chez nous, il devient convive. Donc en fait, c'est la même personne, mais elle a des attentes différentes. Donc les attentes, elles sont toujours vers énormément de produits de qualité, énormément de produits correspondant aux besoins et aux envies du moment. Mais il faut savoir que la restauration collective, surtout dans les secteurs à prédominance sociale, est réglementée par un décret qui donne des règles nutritionnelles. Donc en fait, on ne va pas toujours, je prends les enfants par exemple, pas toujours répondre aux attentes des enfants qui sont assez éloignées des attentes nutritionnelles. Vous répondez aux politiques alimentaires. Complètement. On est complètement dans la continuité, dans l'application des politiques alimentaires, avec du bon sens et avec du jugement pour quand même pas heurter non plus les habitudes de consommation. Je parle des enfants, mais ça peut être pareil en hôpital, ça peut être pareil auprès des personnes âgées. Et en entreprise, il y a un libre choix. Donc on sait, mais on n'offre pas toujours ce qu'on sait. L'objectif étant un produit de qualité. Et juste par rapport à ça, nous avons également un rôle social, c'est-à-dire que la précarité alimentaire, ça existe. La restauration collective, on l'a vu pendant le Covid, quand elle s'arrête, il y a des personnes qui ne peuvent plus manger. Donc nous sommes quelquefois le seul repas équilibré de la journée. Donc c'est une sorte de compromis entre les attentes et il faut être un petit peu malin pour mettre sous forme adéquate et embellir un petit peu les objectifs nutritionnels. Ouais, alors et sur les prix. On fait sur les prix, évidemment, c'est un problème. Nous sommes quasiment dans une situation d'impasse. Je parle aujourd'hui en mon nom, mais également au nom de toute la filière qui est rachetée, depuis les producteurs, transformateurs, grossistes et nous, restaurateurs. La loi Egalim, vous pensez bien, aller vers ces chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure de produits de qualité, ça a un coût. Alors tout ce qui était faisable, on l'a déjà fait. On a gratté partout. Depuis plusieurs années, depuis maintenant 3 ans et depuis 1 an plus fortement, nous demandons qu'il y ait un accompagnement qui a été donné par l'État l'année dernière dans le plan de relance pour les toutes petites communes,
au moins un accompagnement provisoire pour se structurer, pour investir, pour amener des changements de comportement. L'inflation actuelle, c'est une impasse pour nous. On ne peut pas aujourd'hui absorber cette montée en gamme et absorber ce surcoût. Et on vous ne est pouvez pas incapable non de le plus faire. augmenter les prix de façon indéfinie. Ce sont des décisions et des arbitrages politiques. Qui va décider d'augmenter les prix? Les donneurs d'ordre. On parle de restauration collective au singulier, mais elle est plurielle. Oui. Entre les Exactement. écoles qui sont dépendantes des mairies, les collèges, des départements, les lycées des régions, les hôpitaux des ARS. En fait, c'est très divers. Nous avons, ces derniers mois, mais depuis maintenant presque un an, pris notre bâton de pèlerin pour expliquer à tous les donneurs d'ordre, à ceux qui donnent les budgets, qu'il faut que la restauration collective ait des moyens, sinon on ne servira pas de débouché comme on peut le faire, et c'est aussi une demande conjointe avec les producteurs, il faut qu'ils soient rémunérés au juste prix. Mais nous sommes le dernier maillon avant le convive. Et la décision d'augmenter ou pas, aujourd'hui 50% des mairies ont augmenté les tarifs, Oui. certaines peu, certaines beaucoup, certaines pas du tout. Il y a des arbitrages et ça c'est politique. On a peu de temps, c'est pour ça que je veux vous poser cette question tout de suite. Est-ce que c'est un secteur, la restauration collective, qui attire les travailleurs? Est-ce que vous souffrez de pénurie dans votre domaine? Alors on souffre de pénurie sur les métiers de la restauration. C'est pas spécifique à la restauration collective. On en a beaucoup parlé dans les médias. C'est spécifique à l'ensemble des métiers de la restauration. Donc on a effectivement à faire connaître ce qu'on fait, qui est souvent méconnu. Et puis je dirais, on a besoin aussi d'apporter l'image de ce qu'on est réellement aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours bien maîtrisé, même par les professionnels. L'image de la restauration collective est peut-être un peu dégradée par rapport à celle des restaurants. Et dans la mémoire, les souvenirs d'un certain nombre d'entre nous, c'est pas forcément toujours des bons souvenirs, et en tout cas c'est très différent aujourd'hui. Et aujourd'hui nous sommes vraiment sur une montée en gamme et une vraie proposition agréable. Aujourd'hui on peut être un bon chef en restauration collective. Complètement, absolument. On a des chefs formidables. On parlait de la crise tout à l'heure, il y a la crise énergétique qui s'ajoute à cela. C'est une difficulté supplémentaire, évidemment, dernièrement, que vous avez à gérer également. La crise énergétique, on l'a subie comme tous les maillons, comme tout le monde. Donc on a aujourd'hui calculé la partie alimentaire depuis plusieurs mois. L'énergie, suivant qu'on est couvert ou pas par des contrats, c'est exactement pareil que tous les autres acteurs de la filière. Nous, ce qu'on ne voudrait pas, c'est que cette politique alimentaire, ce rôle social d'accompagnement de la politique alimentaire, comme vous disiez tout à l'heure, et ce rôle aussi de lutte contre la précarité, on veut qu'il y ait des arbitrages pour les politiques pour qu'on continue ce jeu-là et qu'on soit dans cette mission-là. Donc aujourd'hui, on réclame, on demande, on réclame, on part sur 40 centimes au repas qui nous permettrait de faire face à l'inflation, en tout cas telle qu'on la voit aujourd'hui, et dans le même temps de continuer cette montée en gamme. Oui. Des discussions sont en cours là au niveau du projet de loi de finances qui arrive. Il est très important qu'on soit vraiment acteur majeur de ce qui se passe en ce moment sur cette politique. On va rester attentif à ça. Merci beaucoup Sylvie Doria, présidente du réseau Restoco, d'être venue nous voir aujourd'hui dans 60 minutes business.